Pour la question Simouloud, qui consiste à dire qu'on voit trop souvent le chef d'état-major, Gaïd Salah, au premier rang. Il a même remplacé un peu les lettres et les messages de Bouteflika qu'on recevait depuis qu'il est tombé malade. Chaque fois, on avait droit à une lettre. Et cette fois-ci, c'est le chef d'état-major. Chaque fois qu'il rend visite à une région, on attend un message et un discours de sa part à partir d'une région. Je voudrais juste rappeler que, en fait, en Algérie, pour des raisons historiques que vous connaissez tous, l'armée a toujours l'armée en tant qu'institution. Je ne parle pas des chefs, je ne parle pas de la direction de l'armée, je parle de l'armée en tant qu'institution. C'est une armée qui a toujours eu à jouer un rôle dans notre pays et dans le pouvoir dans notre pays. C'est vrai, je l'ai déjà dit, les gens qui suivent, je l'ai dit déjà en 2017, je crois, à l'occasion des élections législatives, où à l'époque déjà Gaïd Salah parlait, il avait dit que l'armée ne se mêlait pas de politique. Et je lui avais répondu par médias interposés que, hélas, combien j'aimerais le croire, que l'armée ne fasse plus, on ne s'occupe plus de la décision politique, ça serait une bonne chose, mais que, hélas, l'armée a fait et continue à faire et se mêler de la décision politique. La preuve en est, c'est qu'il parlait des élections à l'époque législative, il disait l'armée va être garante des élections législatives, alors que constitutionnellement et juridiquement, l'armée n'a rien à voir avec les élections. Même sur le plan de la sécurité des élections, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait ça, et c'est le ministère de l'Intérieur, s'il voit que la police ne suffit pas, il peut faire une réquisition à la gendarmerie, notamment dans les zones rurales, pour assurer la sécurité donc des bureaux de vote et des centres de vote. Donc l'armée, constitutionnellement, juridiquement, n'a pas le droit de se mêler totalement ni de l'organisation des élections, ni de les contrôler, encore moins, ni de garantir leur transparence. Ce n'est pas le rôle de l'armée. D'un autre côté, bien entendu, ce même chef d'état-major, quand même, a cautionné le 4e mandat, c'est une réalité. Il a cautionné aussi le 5e mandat, jusqu'à même les premières manifestations, le 22, le 24, quand Mouatana avait appelé à la sortie du 24, moi-même j'ai été gazé à lacrymogène, embarqué avec beaucoup d'amis dans M. Aguerrab au commissariat, ils nous ont gardés pendant 6-8 heures, il y a des gens qu'on a récupérés à 1h du matin, parce qu'on était des leaders politiques, parce que c'était des leaders politiques qui sont au devant de la scène pour réclamer la liberté d'expression, la liberté de manifester pacifiquement, c'est un droit constitutionnel garanti par l'article 49 de la Constitution. C'est vrai que depuis même le 5e mandat, on se rappelle que le chef d'état-major avait cautionné le 5e mandat et qu'il avait dit que l'armée était garante de ces élections jusqu'à ce que le peuple algérien sorte et qu'il sorte massivement dans un référendum. Moi je l'ai appelé référendum en direct. En plus c'est un référendum qui n'a pas coûté un centime au trésor public. C'est-à-dire que voilà, le peuple est sorti, il s'est exprimé politiquement et librement, mais il n'y avait pas d'urne, il n'y avait pas de dépenses publiques, il n'y avait pas de contrôle, personne ne contrôlait les citoyens quand ils ont rejeté ce système politique, quand ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas de ce système politique, mais ils veulent une rupture avec le système politique qu'ils ont exprimé carrément par dégager tous. À partir de là, et quand le peuple a changé le rapport de force, parce que vous savez, notre pouvoir est basé sur deux choses. Il est basé sur le rapport de force et il est basé aussi sur la corruption. Donc c'est le bâton et la carotte. Et donc le pouvoir s'est toujours cru
avec tous les moyens de l'État à sa disposition, mais aussi le pouvoir a toujours utilisé les moyens de l'État pour réprimer l'expression populaire, l'expression de l'opposition, l'expression de la société civile, mais aussi parce qu'il a toujours cru qu'il était le plus fort. Depuis la révolution du 22 février, le peuple a créé un nouvel rapport de force qui s'appelle le peuple. Le peuple est sorti, selon les estimations un peu par les agences qui sont plus ou moins spécialisées, on note entre 20 et 24 millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont sortis dans la rue pour rejeter ce système. Donc il y a cette donne, elle est nouvelle. Même le pouvoir, comme il a été sonné, il n'arrivait pas à croire de voir des millions d'Algériens et qui s'étend dans le temps. C'est-à-dire, ça fait quand même maintenant plus de 2 mois que les Algériens que nous sommes dans la rue. Et on n'a pas arrêté, on ne s'est pas essoufflé, comme l'a souhaité Ahmed Yahya, qui disait c'est un mouvement qui va s'essouffler, et il ne faut surtout pas qu'on s'essouffle. Donc ce rapport de force a changé la donne. Quand le rapport de force a changé la donne, et que le pouvoir aujourd'hui se retrouve en face d'un peuple uni, d'un peuple avec des discours politiques, des revendications politiques très claires, écrites, verbales, et qui sont là en face de lui. À ce moment-là, Gaïd Salah a changé de discours. Je me rappelle parfaitement de ses premiers discours, quand on a commencé à sortir, le 22, le 24, même le 1er, je crois, ensuite le 8. Il nous a dit مغرر بكم وانتم تحوسوا على استقرار وهادو الناس هادو ايادي خارجيه parce qu'à chaque fois on était nous الايادي الخارجيه احنا الشعب ايادي خارجيه وهما ايادي داخليه visiblement je sais pas je connais le rapport de force réel parce que le peuple est là, le peuple massivement, il ne peut pas être ayadi kharijiyya. Ensuite, ils ont commencé à dire non, le peuple algérien a été manipulé. Moi, j'ai répondu à une émission, j'ai dit, j'aimerais bien que vous me donniez la recette. Comment peut-on manipuler 20 millions ou 40 millions? J'aimerais bien. Donnez-nous la recette. C'est quoi ça, manipuler, le peuple a été manipulé? Ça veut dire qu'on est toujours dans l'esprit que le peuple algérien est manipulable, que le peuple algérien, on peut faire de lui ce qu'on veut, qu'il n'a pas, il ne peut pas réfléchir par lui-même, il ne peut pas raisonner par lui-même, il ne peut pas analyser par lui-même, apprécier les choses. Donc, après, quand il a vu qu'on était chaque semaine de plus en plus nombreux, de plus en plus déterminés, il a changé de discours. Il a commencé à dire non, je me range du côté du peuple. أنا مع الشعب وأنا أساند الشعب وأنا كذا وأنا كذا. Sauf que c'est resté parole. C'est vrai. Il nous a dit باللي راهو مع الشعب بصح في الأفعال قال لك لا. La preuve en est, c'est que quand il y a eu la débâcle de la conférence que M. Ben Salah voulait organiser pour les élections, il nous a fait des reproches. عايرنا حنا المعارضة كيف ما تروحوش لبن صالح وانتم الشعب كيف تحاوزوا الوزراء وكيف ديروا كذا. Bon, d'accord, ok, رانا درنا هادشي بصح وفينيش. C'est pas la caserne ici, hein. Et moi je lui ai répondu, j'ai dit Monsieur le chef d'état-major, peut-être que vous maîtrisez les codes de l'armée, mais vous ne maîtrisez pas les codes de la politique. Parce que la politique, elle a d'autres codes. Elle n'a pas les codes des instructions et des injonctions. On ne fait pas de la politique avec des injonctions. Quand on fait la politique, on écoute la voix du peuple, on s'assoit autour d'une table, on commence à discuter pour trouver une feuille de route pour sortir le pays de la crise. Mais on donne des injonctions. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand il a même parlé de la justice, أطلب من العدالة أن تسرع في ملفات القضائية, je dis non.
On n'a pas sorti la justice de l'injonction de Bouteflika ou de Saïd pour la mettre sous l'injonction de Gaïd Salah. C'est pas ça l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, ça veut dire que la justice ne doit plus travailler sur injonction de qui que ce soit. La justice indépendante, il faut d'abord lui laisser le temps qu'elle fasse elle-même sa mue, qu'elle s'organise, qu'elle revoie le fonctionnement de la justice, la politique pénale de la justice, la politique pénale qui est devenue la politique de la répression. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont mis en prison sans vraiment qu'on sache quel est le contenu, quelle est la gravité de ces affaires, alors que le Habs al-Ihtiyat est déjà istithna. S'il y a parmi vous des avocats ou des juristes, ils le savent très bien que la détention préventive est une mesure exceptionnelle et que le juge d'instruction a d'autres moyens de faire son travail, de mettre quelqu'un sous contrôle judiciaire et de continuer à enquêter, à instruire son affaire, et le jour où il a vraiment des preuves à charge contre quelqu'un, il n'est pas trop tard pour le mettre en prison. Donc chez nous, on inverse les choses. Donc du coup, oui, c'est vrai, Gaïd aujourd'hui, il est là. Et là, il est en train de faire de la politique. C'est pourquoi, à chaque fois que j'interviens, je me dis, mais finalement, au finish, nous, l'opposition, on n'a pas de tribune parce qu'on est interdit de nous asseoir ou de nous asseoir avec vous pour discuter de la politique en Algérie. Mais c'est vous qui faites la politique. La classe politique fait la politique en dehors des institutions. Mais celui qui fait la politique à l'intérieur des institutions, c'est bien le chef d'état-major. Et ça, c'est quelque chose d'anormal. Parce que, pourquoi? Il y a des raisons. La première, c'est que vous avez un président de l'État, en l'occurrence M. Ben Salah, qui n'a de président que la façade. Il ne fait pas de discours, il ne fait pas d'intervention politique, il ne répond pas à la classe politique qui l'interpelle, il ne répond pas au peuple qui l'interpelle, qui lui dit dégage, et il doit répondre, il ne répond à personne. Vous avez un gouvernement, vous avez un premier ministre, depuis qu'il a été nommé, il n'est pas là. Cherchez-le, vous ne le trouvez pas. Voilà. On entend qu'on a un premier ministre, mais finalement, est-ce que vous l'avez entendu dire quelque chose, faire une déclaration? Rien du tout. Donc, alors, c'est M. Gaïd Salah qui fait la politique à la place de tous ces politiques. C'est pourquoi, bien entendu, c'est une chose qui n'est pas normale. Il faudrait que ça cesse. Ou alors, moi je l'ai dit directement, si vous voulez vraiment, en tant que chef d'état-major, l'armée, on la respecte. L'armée, en tant qu'institution, ce n'est pas ses dirigeants, ce n'est pas son commandement. Il y a des militaires qui sont compétents, il y a des militaires qui sont patriotiques, il y a des militaires qui partagent peut-être notre vision, nous, en tant que citoyens algériens, pour accompagner l'Algérie vers cette rupture avec ce système. Et donc aujourd'hui, si M. Gaïd Salah est vraiment sincère, il va falloir qu'il se mette autour d'une table avec la classe politique et les représentants du peuple, qu'on organise des assises nationales pour discuter et débattre d'une feuille de route commune. Mais je préfère يبان direct que يديرها تحت الطاولة. وإلا يديرها تحت الطاولة. Puisque راك تقول بلي vous voulez aider à la solution. وقال بلي أنا je suis ouvert à toutes les propositions qui peuvent participer à la résolution de la crise. مرحبا سيدي. وعلاش حنا نسرقوا؟ مادام راك تمثل مؤسسة دستورية. معليش نتلاقاو autour d'une table ونتناقشوا نتفاهموا على فeuille de route. صح ماشي تبقى في بلاصتك ودير لي زانجونكسيون وتعطينا الأوامر وحنا لازم نطبقوا. Non, ça se passe pas comme ça. Donc il faut assumer le rôle qu'il veut se donner. C'est pourquoi on dit, l'armée peut faciliter, accompagner, mais c'est pas elle qui doit décider qui doit être président, qui doit être dirigeant. Le peuple aujourd'hui, c'est lui qui veut décider. Donc voilà nous ce qu'on va lui dire. Maintenant, c'est vrai que à côté de cela, qu'est-ce qu'on a?
On a l'opposition, on a des partis du pouvoir, bien sûr, qui sont complètement laminés. Vous avez bien vu ce qui se passe au FLN. Ils ont des problèmes internes qu'ils doivent d'abord régler. Ils ont un problème de dirigeants à qui on doit lever l'immunité parlementaire. Il y a beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, si on veut construire une alternative, il va falloir la construire avec des gens sérieux. Pas avec des gens arrivistes, opportunistes, qui cherchent le pouvoir, les privilèges. On en a déjà assez vu pendant 20 ans. Donc on est tous gavés de cela. Aujourd'hui, la situation est grave, la situation disons, elle n'est pas inquiétante, mais on peut dire qu'elle est inquiétante si elle continue dans cette voie, si le pouvoir continue dans le déni de vérité et ne pas écouter les propositions sérieuses. ما فيها لعب لعب ونتلاقاو ونهضروا ونديروا خارطة الطريق والشعب يسمع ونوريوها الناس كامل في الشفافية التامة وكل واحد يمد رايه. C'est comme ça, en tout cas, que nous voyons les choses. Maintenant, s'il reste seul, il veut encore donner des instructions, des injonctions, ça ne marchera pas parce que le peuple n'acceptera pas et nous, en tant qu'opposition, on n'acceptera pas les injonctions. On accepte un règlement, un débat contradictoire, une participation élargie, sans exclusif, pour trouver la sortie de crise, mais les injonctions, ça ne marche plus et on ne doit pas l'accepter parce que c'est pas ça la solution pour le pays. Maintenant, Yennaïr, oui, bien sûr, l'Algérie est un pays, un peuple, un mazir. Et celui ou ceux qui disent le contraire, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Nous sommes des Amazirs, il y a énormément de musulmans, il y a des gens qui sont arabes, mais ils sont algériens. Et aujourd'hui, on ne peut pas effacer une culture, une identité séculaire pour la faire remplacer. Et je crois que mon ami Gherabi Bachir l'a très bien expliqué comment cette chose-là a été faite et réalisée par justement une stratégie colonialiste qui a voulu effacer l'identité algérienne et la remplacer par tout sauf sa vraie identité. Donc aujourd'hui, notre identité, il faut que nous soyons fiers. Notre identité, elle est là. Nous devons en être fiers devant qui que ce soit. Mais cette identité, comme elle est commune à tous les Algériens, ça ne devrait pas être un facteur de scission ou un facteur de discorde entre nous. Bien au contraire, nous avons le passé commun, nous avons le présent commun, et surtout nous aurons l'avenir commun que nous devons tous travailler ensemble et construire ensemble pour que les générations à venir puissent vivre dans leur pays dignement, mais dans cette pluralité culturelle magnifique et pluralité même des territoires et pluralité des paysages, on ne doit pas se plaindre. Ça, ce sont des facteurs d'enrichissement et de force et non pas des facteurs de régression et de scission entre nous. Alors, il y a un monsieur qui me disait pourquoi le pouvoir algérien refuse de déléguer le pouvoir ou de passer le pouvoir parce qu'on l'a au motif que la révolution n'a pas ses représentants. Chouf, le pouvoir Ta'na, il a toujours utilisé des subterfuges pour essayer d'échapper à répondre directement aux citoyens sur sa manière de diriger le pays. Quand on a commencé, quand ce pouvoir est en place depuis fort longtemps, il s'est toujours octroyé le pouvoir par, soi-disant, une certaine légitimité révolutionnaire. Et cette légitimité révolutionnaire, imaginez, depuis la révolution ou la guerre de libération de 1954, on continue encore au XXIe siècle et en 2019 à nous parler de légitimité. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a quelques mois,
avant le 22 février, on nous parlait encore de Bouteflika comme Moujahid Akbar et qu'il doit rester parce qu'il est Moujahid Akbar. C'est juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que cette génération-là que je vois, les gens qui sont nés depuis que Bouteflika est là en 99, ils ont aujourd'hui 20 ans. Ces gens-là, ils n'ont connu que Bouteflika. Ils ne connaissent pas la révolution, ils l'ont pas vécu, ils la connaissent par l'histoire, par la lecture, par le transfert de notre histoire, mais ils l'ont pas vécu. Donc cette jeunesse-là, elle a envie de vivre comme toutes les jeunesses du monde. Ils ont envie d'avoir un président galopant, jeune, qui a des idées novatrices, qui est polyglotte, qui parle toutes les langues, qui fait son sport, qui est sans complexe, qui n'a pas de légitimité révolutionnaire derrière lui, mais surtout qui est porteur d'un projet qui donne de la jeunesse, de l'espoir et de l'avenir pour eux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a été vraiment une manipulation qui n'a que trop duré dans le temps, parce que normalement, après 57 ans de l'indépendance, quand même, on ne doit plus se prévaloir de la légitimité révolutionnaire. D'ailleurs, j'aime bien une formule que je vais emprunter au professeur Shamseddin Chitoun, qui disait il va falloir au XXIe siècle sortir de la légitimité révolutionnaire ou de la légitimité patriotique à la légitimité des neurones. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de neurones. Elle a besoin d'une jeunesse compétente, instruite, qui peut construire une économie du savoir. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de robots qui peuvent faire des opérations chirurgicales des plus délicates, des plus minutieuses. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des jeunes qui soient capables de nous faire ou de nous produire des centaines de brevets d'invention dans tous les domaines et dans tous les secteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, il va falloir aller vers un pouvoir qui respecte la compétence, qui respecte la connaissance dans le sens de savoir, qui respecte l'universitaire, qui respecte le génie de ce peuple. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui en Algérie. On n'a pas besoin de c'est bon, notre histoire, on est fiers. C'est bon, on est fiers de notre histoire. D'ailleurs, même l'histoire, ils l'ont pervertie, parce que même l'histoire, il va falloir la laisser aux historiens qui, eux, vont nous écrire la vraie histoire, pas l'histoire maquillée et tout ça. Ça, il faut sortir de tout cela. Il faut que l'histoire soit l'apanage des historiens en toute objectivité, qui vont nous raconter l'histoire comme elle s'est passée, même si elle ne nous plaît pas. L'histoire, on doit la raconter comme elle s'est faite. Et les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire, ce ne sont pas des saints, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des êtres humains. Ils ont leurs qualités, mais ils ont aussi leurs faiblesses et leurs tares. Et justement, le jour où on va raconter, nos historiens, ils vont nous raconter l'histoire algérienne comme elle s'est passée, avec les erreurs et avec les faiblesses des hommes et des femmes qui l'ont faite. À ce moment-là, on va devenir une nation équilibrée. ما نضلوش نركب حنا نزوقوا هذا historien parce qu'un jour il a une faiblesse, il faut maquiller, وقطع الباجا وعاود له باجا qui correspond tout à fait à ce qu'il a envie de montrer. Donc c'est ce maquillage-là qu'il va falloir enlever. L'histoire aujourd'hui, il faut lever justement le monopole sur l'histoire, sur les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire de ce pays. Il faudrait laisser l'histoire aux historiens, mais que les politiques ne se mêlent plus de l'histoire, comme les politiques ne doivent plus se mêler de l'économie, dans le sens où le politique ne doit pas prendre le téléphone pour donner des marchés publics à quelqu'un parce qu'il est proche de lui. La politique doit répondre à des normes de l'économie. L'économie doit répondre aux règles universelles. C'est le marché qui régule, c'est les règles du marché qui régulent, ce n'est pas le politique avec les coups de fil. Donc voilà, les choses sont claires. Il faudrait qu'on sorte justement de cet amalgame
du pouvoir politique qui veut tout faire. Dans notre pays, encore au XXIe siècle, on a l'État qui encore gère des hôtels. L'hôtel Laurasie est un hôtel public. L'hôtel Saint-Georges est encore un hôtel public. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Un hôtel, c'est un établissement commercial. C'est un établissement économique. Ce n'est pas un établissement politique. Tu n'as pas à te mêler pour des privilèges, on continue à gérer cela. Donc il y a des choses qu'il va falloir remettre de l'ordre dans où doit intervenir le politique, où doit s'arrêter le politique, où doit intervenir le militaire, où doit s'arrêter le militaire. Mais en tout cas, ma vision à moi, c'est que l'armée ne doit pas se mêler de la politique. Ce sont les politiques qui doivent faire la politique. Ce sont les Algériens qui doivent choisir leur président ou présidente. Ce n'est pas les militaires qui doivent dicter. C'est comme ça que je vois les choses. Le colonialisme. Oui, c'est vrai que quand on revient, M. El-Rabi a parlé un peu de l'histoire de l'Algérie, comment sommes-nous arrivés quand la France a colonisé l'Algérie en 1830, les Algériens étaient alphabétisés autour de 60%. Quand elle a quitté l'Algérie en 62, on était à 7% d'alphabétisation. C'est vous dire qu'à l'époque, en 1830, les Algériens étaient plus alphabétisés que les Français. Mais bien sûr, les Français, pour nous donner la civilisation, mais quand ils ont quitté le pays, ils ont pillé toutes nos richesses, ils ont massacré les populations, et je suis dans une région qui a fort payé un tribut très très fort pendant la révolution et la guerre de libération qui a commencé même avant 54. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'est-ce que nous a laissé la France, les Algériens n'avaient même pas droit à l'école à l'époque, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a des générations qui sont là. À l'époque, les indigènes n'avaient pas de droit. Et c'est pour ça que M. El-Rabi parle de qui c'est qui nous a introduit les tribunaux de droit musulman. Eh bien, ce sont les Français. Parce qu'à l'époque, soi-disant, l'Algérie était française, mais quand il s'agissait du statut personnel, eh bien, la France coloniale, De Gaulle avait décidé de faire des Algériens indigènes, de leur consacrer des tribunaux musulmans qui devaient s'occuper de leurs problèmes internes, de leur marmite interne à travers le droit musulman. Donc ce ne sont pas les Algériens qui ont décidé ce régime juridictionnel pour les Algériens et les Algériennes, mais c'est plutôt la France qui en a décidé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe depuis l'indépendance à ce jour, la France n'a jamais été trop loin du pouvoir algérien. Je peux vous en donner juste une preuve, c'est que quand la révolution pacifique a commencé le 22 février, pendant 3 ou 4 semaines, je me rappelle, chaque fois j'ai été interviewée par beaucoup de chaînes françaises, dont France 24, et au début ils disaient les Algériens sont sortis quelques dizaines. Au départ on était quelques dizaines, ensuite on est devenu quelques centaines, ensuite on est devenu quelques centaines de milliers. Même quand on était des millions, on était quelques centaines de milliers. Et à chaque fois, moi, quand on m'a interviewé, je dis, monsieur, vous permettez, je corrige d'abord, nous sommes des millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont dans la rue. Et quand les millions que nous sommes, on était dans la rue, eh bien, le pouvoir français officiel s'est jamais félicité de dire, enfin, le peuple algérien, comme tous les peuples du monde, il est sorti. Il va falloir respecter la volonté de ce peuple qui n'aspire qu'à la liberté d'expression, qu'à la liberté à la démocratie, le droit à la démocratie, le droit à la bonne gouvernance, le droit à choisir lui-même ses dirigeants. Eh bien non, pas un mot. Mais quand Bouteflika a dit « Je ne brigue plus le 5e mandat, voilà ma feuille de route », conférence nationale, machin chouette, etc., Le Drian
Ah, mais quand il a couru, déclaration de M. Bédrion, ministre des Affaires étrangères français, on se félicite. Et le lendemain, c'était au tour de Macron qui s'est félicité que Bouteflika nous présente une belle feuille de route. Il allait presque nous dire, oh, je vais comme Thomas, ici vous vous a présenté quelque chose de parfait, je vous le. Donc moi, en tant que politique, je ne peux l'interpréter que de dire, ben voilà, la France soutient le pouvoir en place, puisqu'elle s'est félicitée d'une feuille de route qui est proposée par ce même système qui est décrié et rejeté par le peuple algérien, et c'est notre droit. Il y avait d'autres Français un peu beaucoup plus, disons, extrémistes qui ont dit, ah non, la France doit intervenir. Pourquoi? Pour aider le peuple algérien à choisir. Parce que le peuple algérien, si on le laisse seul, il va choisir les islamistes comme il l'a fait en 90. Franchement, on a encore besoin de la France, c'est notre tuteur. Et on veut se débarrasser du tuteur algérien. D'origine, un tuteur français, il d'abord Elena. On est capable, nous les Algériens, et c'est ce que je dis moi à tous les diplomates que j'ai rencontrés, je leur dis, écoutez, il y a une seule chose qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'intervenir, on est capable de régler nos problèmes par nous-mêmes, on vous demande juste de respecter la volonté du peuple algérien. C'est tout. Ce peuple a le droit d'exprimer sa volonté, il va falloir la respecter. Et personne n'a le droit de nous dire comment vous allez faire. On va trouver notre chemin. N'ayez crainte. Je l'ai dit même à l'ambassadeur des États-Unis, oui, mais la Constitution. Je lui ai dit, excellent, je vais vous dire une chose. Il y a une nouvelle donne qui s'appelle la révolution pacifique. C'est une révolution exceptionnelle. À une révolution exceptionnelle, il va falloir trouver des solutions exceptionnelles. Et on ne peut pas s'accrocher à la Constitution. D'autant plus que cette Constitution a été piétinée plusieurs fois par ce même pouvoir. Donc, l'essentiel, est-ce que l'Algérie, je lui ai dit, l'essentiel, depuis 2013, Bouteflika ne dirige plus le pays. Est-ce que l'Algérie a honoré ses engagements en tant qu'État avec ses partenaires? Il m'a dit oui. Alors, n'ayez aucune crainte. Les Algériens, nous sommes des gens honorables. On honore nos engagements, que les engagements de notre pays envers d'autres pays partenaires. Maintenant, nos problèmes internes, c'est à nous, les Algériens, de les régler. Voilà, aujourd'hui, il va falloir qu'on n'accepte plus les interventions de qui que ce soit, ni de la France, ni des Américains. Ce sont des partenaires économiques et politiques, mais il va falloir qu'ils comptent avec la volonté du peuple algérien, et c'est le peuple algérien qui décide de son sort. Voilà, donc, pour répondre juste à mon ami Béchir, oui, bien sûr, aujourd'hui, on voit, il y a des gens par-ci, par-là qui essayent. Il y a aussi les pays arabes qui, avant que la révolution ne commence, on était la risée. Si vous vous rappelez, sur des vidéos, يضحكوا علينا الشعب الجزائري العظيم كيفاه ولا هكا الشعب هذا كيف انتم. انا رحت il y a pas longtemps, je crois le mois de décembre ou janvier, quand je fais partie d'un centre qui s'appelle Arab Center of the Rule of Law and Integrity. Je suis membre du board et on est parti pour honorer Salim Al-Hass, l'ancien chef du gouvernement libanais. Et mes amis libanais me disaient, c'est Zubayda, كيفاه الشعب الجزائري العظيم كيفاه تقبلوا رئيس مقعد كيفاه. قلت لهم ما تحكموش على الشعب الجزائري ما زال عظيما وسيفاجئ الجميع. وفعلا هاد العرب هذو كانوا يضحكوا علينا. Il y a quelques mois on est devenu le Mickey اللي يضحكوا به. Aujourd'hui كي خرجنا درنا لا ريفوليسيون ولاو الكل يفتيو علينا. الوغ مسيو سيسي لا ولازم الشعب الجزائري تهديو رواحكم ويفو با ديروا لا ريفوليسيون سينو يصرا لكم واش صرا في سوريا واش صرا في ليبيا. يبغوا ندبر على
على روحك انت دابا عدلت الدستور باش تقعد encore 30 ans. Pourquoi ils ont peur? Parce que tout simplement, si la révolution pacifique algérienne, qui est unique au monde, comme l'a été notre guerre de libération de 54, elle est unique au monde parce qu'elle est pacifique, parce qu'elle est riche par ses femmes et ses hommes, par le génie de cette jeunesse, par le dévouement de cette jeunesse. Si on réussit, Inch'Allah, on va réussir à changer de système de gouvernance et de rupture avec ce système. Et on va aller vers la vraie démocratie où le kalima tarja al-sha'b à la belle comme c'est le début d'une avalanche qui va toucher toutes les dictatures et tous les régimes totalitaires. C'est pour ça qu'ils ont peur de nous et c'est pour ça qu'il y a des gens qui essayent de nous envoyer par-ci par-là des tentatives de nous faire une contre-révolution. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, الشعب واعي وكل رانا واعيين بلي il ne faut pas qu'on se laisse faire et toutes les provocations, on va pas céder, on va rester silmiya, mais on va aussi rester déterminés jusqu'à ce que toutes les revendications, absolument toutes, seront réalisées au profit du peuple algérien. Voilà, c'est à votre disposition, c'est à votre disposition. Ses engagements en tant qu'État avec ses partenaires, il m'a dit oui, plutôt alors n'ayez aucune crainte. Les Algériens, nous sommes des gens honorables. On honore nos engagements que les engagements de notre pays envers d'autres pays partenaires. Maintenant, nos problèmes internes, c'est à nous, les Algériens, de les régler. Voilà, aujourd'hui, il va falloir qu'on n'accepte plus les interventions de qui que ce soit, ni de la France, ni des Américains. Ce sont des partenaires économiques et politiques, mais il va falloir qu'ils comptent avec la volonté du peuple algérien, et c'est le peuple algérien qui décide de son sort. Voilà, donc, pour répondre juste à mon ami Béchir, oui, bien sûr, aujourd'hui, on voit, il y a des gens par-ci, par-là qui essayent. Il y a aussi les pays arabes qui, avant que la révolution ne commence, on était la risée. Si vous vous rappelez, sur des vidéos, يضحكوا علينا الشعب الجزائري العظيم كيف ولا هكا الشعب هذا كيف انتوما. انا رحت il y a pas longtemps, je crois le mois de décembre ou janvier, quand je fais partie d'un centre qui s'appelle Arab Center of the Rule of Law and Integrity. Je suis membre du board et on est parti pour honorer Salim Al-Hass, l'ancien chef du gouvernement libanais. Et mes amis libanais me disaient, c'est Zoubaïda, كيفاه تجي الشعب الجزائري العظيم كيفاه تقبلوا رئيس مقعد كيفاه. قلت لهم ما تحكموش على الشعب الجزائري ما زال عظيما وسيفاجئ الجميع. وفعلا هاد العرب هذو كانوا يضحكوا علينا. Il y a quelques mois, on est devenu le Mickey اللي يضحكوا به. Aujourd'hui, كي خرجنا درنا la révolution ولاو الكل يفتيو علينا. Alors monsieur Sisi لا ولازم الشعب الجزائري تهديوا رواحكم والفو با ديروا لا ريفوليسيون سينو يصرى لكم واش صرا في سوريا واش صرا في ليبيا. ديما دبر على روحك انت دابا عدلت الدستور باش تقعد encore 30 ans. Pourquoi ils ont peur? Parce que tout simplement, si la révolution pacifique algérienne, qui est unique au monde, comme l'a été notre guerre de libération de 54, elle est unique au monde parce qu'elle est pacifique, parce qu'elle est riche par ses femmes et ses hommes, par le génie de cette jeunesse, par le dévouement de cette jeunesse. Si on réussit, Inch'Allah, on va réussir à changer de système de gouvernance et de rupture avec ce système. Et on va aller vers la vraie démocratie où le kalima tarja al-sha'b à la belle comme c'est le début d'une avalanche qui va toucher toutes
les dictatures et tous les régimes totalitaires. C'est pour ça qu'ils ont peur de nous, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui essayent de nous envoyer par-ci par-là des tentatives de nous faire une contre-révolution. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il ne faut pas qu'on se laisse faire, et toutes les provocations, on ne va pas céder, on va rester silmiya, mais on va aussi rester déterminé jusqu'à ce que toutes les revendications, absolument toutes, seront réalisées au profit du peuple algérien. Voilà, c'est à votre disposition. Pourquoi nous, on a détesté ce pouvoir? Parce que le pouvoir n'a يسمعش وما يحترمش آراء الآخرين. Donc si on veut faire mieux que ce pouvoir, لازم القاعدة الأولى اللي نطبقوها على بعضنا. احنا نتشاوروا نتخاوى مع بعضنا، نحترموا même واحد on partage pas son point de vue, on le respecte, on lui donne l'occasion de s'exprimer, il exprime son point de vue, même si on n'est pas d'accord. Maintenant, celui qui a plus d'arguments هو اللي الناس تسمع له. Parce que أنا ما نحب نستعمل دائما لغة العقل. Parce que je respecte le peuple algérien et je ne peux pas, je me refuse. Je n'ai jamais été langue de bois. Je me refuse la langue de bois et je me refuse aussi Shabawiya, c'est-à-dire le populisme. Donc, il a tout à fait le droit d'exprimer son point de vue, même si moi, personnellement, je ne le partage pas entièrement. Parce que venir aujourd'hui dire que toutes les lignes politiques m'ensorchent, c'est ce que le pouvoir dit. Alors, le pouvoir, il dit ça, donc vous avez moi, vous avez le rôle des islamistes. Le pouvoir, il a travaillé pendant des décennies sur cette logique-là. Donc dire aujourd'hui que l'opposition, globalement, un seul sac, l'opposition c'est injuste, à mon avis. Les oppositions, d'abord en Algérie, il faut qu'on dise une réalité, l'opposition elle est plurielle en Algérie. Et tant mieux qu'elle soit plurielle, parce que nous, l'opposition, tous les oppositions, et donc on ne doit pas se plaindre parce qu'il y a plusieurs oppositions. Bien au contraire, le fait qu'il y ait une pluralité de l'opposition, ça nous donne en tant que citoyens, ça donne aux citoyens de se reconnaître dans telle tendance mieux que dans une autre tendance. Ça laisse un choix quand même, et c'est mieux à mon avis d'avoir plus de choix que d'avoir un seul choix. Elle est sur le plan déjà du principe. Maintenant, qui m'a dit que l'opposition est plurielle, vous avez une opposition qui se fait appeler opposition, mais en fait, qui a le titre d'opposition, ça y est, un dargel a fait le pouvoir. C'est-à-dire des gens qui ont fait partie du gouvernement, qui ont fait partie des élections, qui ont fait partie, c'est leur choix. Je ne suis pas là pour juger, moi, les partis politiques ou pour leur dicter leur attitude et leur comportement. Pour moi, chaque parti politique, il appartient à ses militants. Les militants, اللي يحلوا المشكل تاعهم مع الحزب تاعهم على الانتيريور دو الحزب تاعهم. بس ما نقدرش انا اون طونك سياسيه كوم انا ما نقبلش واحد يجي يقول لي لازم لو سي بي يدير هكا ولا يدير هكا، نقول له لو سي بي il appartient à ses militants. Si ces militants, même ils font de mauvais choix, c'est les militants qui ont choisi. حاجه وحده لازم نتفقوا عليها, c'est qu'il faut qu'à l'intérieur des partis qu'il y ait la pratique démocratique, c'est-à-dire كل قرار ياخذوا حزب لازم نورمالمون يجمع المناظرين تاعو ويشاورهم ويتناقش معاهم باش ياخذ قرار. Donc dire que toute l'opposition ne vaut rien, c'est pas juste. Il y a des nuances entre opposition et opposition, mais il y a des oppositions qui n'ont jamais participé à ce pouvoir. En tout cas, c'est le cas de notre parti. On a créé l'UCP en octobre 2012. On a eu notre agrément le 19 mars 2013. Depuis, on a refusé de participer à aucune élection pour des raisons tout à fait objectives. Tant que les règles de la compétition transparente, égalitaire, qui permet une égalité des chances à tous les gens qui vont à la compétition politique, tant que l'administration est impartiale,
elle est partiale, elle n'est pas impartiale. Tant que l'administration, c'est elle qui fait les élections, on a refusé de participer à ces élections. نهار تتغير القواعد وتتغير قواعد اللعبة وتكون الإدارة ما تدخلش في العملية الانتخابية وتعود عندنا هيئة عليا لتنظيم والإشراف ومراقبة الانتخابات، هذيك الساعة نشاركوا في الانتخابات وكي تكون الانتخابات مبنية على منافسة تاع مشاريع وبرامج، مش مبنية على حوايج أخرى، على ديماغوجية ولا على الهوية ولا على حاجة أخرى. Donc, là, c'est notre position. Maintenant, il y a des partis qui ont préféré participer. C'est leur responsabilité. Ils doivent répondre devant leurs militants. Je ne suis pas le juge des gens pour leur dire c'est une bonne ou mauvaise décision. Et dire aussi que toutes les élites ne valent rien, c'est mauvais aussi. Parce que c'est ce que le pouvoir dit. Le pouvoir, يقول لهم attention, ما تخليو حتى واحد يكون يمثل الثورة الشعبية. علاه دقيقوا. Vous croyez que les حبا في الشعب? Non, parce que le pouvoir ne veut pas voir l'émergence des élites politiques autres que celles du pouvoir. Et donc, il commence à casser toute figure qui apparaît, il commence à la casser. Et c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas qu'il y ait de représentants. Je n'ai aucun problème, c'est le peuple qui décide, lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et il a les moyens de se faire entendre et d'exprimer son point de vue. C'est ça, les élites, c'est chez. Elle en a beaucoup d'amis. J'ai fait la haute administration, j'ai été inspectrice au ministère de la Justice. Il y a des cadres qui sont merveilleux, qui sont très valables. Et malheureusement, تدخل في إدارة الوزير السلطة السياسية عند الوزير. ماهيش عند المدير ولا عند نائب المدير. Il ne peut rien faire le pauvre. Il fait quelque chose ودوا يحاولوا ينقلوا etc. وهذه عشناها. كاين بعض القضاة اللي بغاو يطبقوا القانون واش داروا لهم؟ muter le sud, rétrograder, نحاولوا ينحيوا le poste spécifique etc. C'est très compliqué. C'est-à-dire il faut essayer de ne pas être des juges. Il ne faut pas juger les autres. Il faut que l'insan il essaye de comprendre ce qui se passe chez les autres avant de les juger. Donc il y a des élites qui sont très valables. C'est le système qui est mauvais. Parce que le même Algérien هذاك اللي تشوفيه انت معوج تهزو تروح تحطه في un système transparent. Un système où c'est la compétence et la méritocratie qui sont le seul critère qui évalue un être humain. Il va devenir merveilleux, il va te donner le meilleur de lui-même. Ça qui est un système, مبني على la cooptation, مبني على la corruption, مبني على الجهوية, مبني على العنصرية, مبني على الرشوة. واش تحبوا يولي هذا؟ يولي حتى هو الله غالب il est dans un système qui ne fonctionne pas. Donc dire que toutes les élites est mauvaise, il faut être prudent. À mon avis, il y a des Algériens, ce pays tient encore debout grâce à certaines élites qui sont là et dans tous les domaines. Dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'administration, de l'armée. Il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui sont patriotiques, mais ils ne sont pas dans le pouvoir décisionnel. Ils n'ont pas la capacité de changer les choses, parce que c'est le système politique qui a imposé ce système de gouvernance qui est basé sur la cooptation et sur la corruption. Donc, je pense qu'il faut être prudent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences. La preuve en est, c'est que chaque كيخرج ولا يعبر على رأيه ولا il est capable de montrer le meilleur de lui-même. Quand on a commencé à décrypter les premiers jours de la révolution, même الشعب كامل بقى مطنح يقول كيفاش هادو نفس الجزائريين اللي البارح كي خرجوا من لا ريفوليسيون يسبوا بالك يقولوا كلام مش مليح قدام الفام بالك ils sont violents بالك ils disent des méchancetés بالك صح كي جاو في لا ريفوليسيون ودي شعب منظم وهايل ومربي ومؤدب à Alger je vous dis parfois on met 3 heures pour rentrer. والله ما تسمع كلمة دي جون في très belle jeune fille qui passe dans la rue واحد ما يتبلاهم واحد ما يتعدى عليهم واحد ما يسبهم. Alors أنا j'ai essayé de décrypter comme vous tous qu'est-ce qui se passe dans ce peuple. هذا نفس الشعب هذا اللي كان يهز القرعة يرميها في الزنقة. Après les manifestations يجيبوا الساشيات ويلموا وينقيوا c'est magnifique. Alors on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Alors أنا قلت لهم j'ai donné une interprétation. Je me trompe, j'espère que je me trompe pas, mais j'ai dit, écoutez, chaque être humain comme nous, il est mi-ange, mi-démon. C'est-à-dire que le bachar fait le جوانب الإيجابية والجوانب السلبية. هذا الإنسان هذا كي خرجناه خارج قواعد النظام
la révolution, il a donné le meilleur de lui-même. Il a montré son côté ange. Quand on le met à l'intérieur du système, il te montre son côté démon. C'est une interprétation, c'est comme ça que je l'ai lu. Donc, الجزائري ولا مد أروع منظر ويدير de l'humour ويكتب وعبقرية etc. C'est magnifique. Ça veut dire que le même Algérien, quand tu le sors de ce système, il devient magnifique. Eh bien, changeons le système. Ne changeons pas de peuple, mais changeons le système. Bon. Maintenant, tu as donné la Karim Tabou. Je m'interdis là, en tant que politique, maintenant, de parler de Karim Tabou, parce que Karim Tabou, c'est un politique, je le connais, on a discuté, on a partagé, on a fait des émissions ensemble sur le Maghrébia, je l'ai reçu même au siège du parti, on a débattu sur la situation de l'Algérie, et il est absolument responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que Karim Tabou est mauvais ou là qu'est-ce qu'il propose. Je pense qu'il doit avoir sa stratégie et c'est à lui de répondre à ses militants, à ses sympathisants, pourquoi il a fait ce choix. Mais moi, je ne peux pas commenter le choix de Karim Tabou ou là de Bouchachi ou là ce sont à la limite, c'est des amis, on se connaît, on se voit, il nous arrive de nous voir, on échange politiquement, on a nos différences. C'est ça la démocratie. On ne peut pas être tous identiques, c'est notre le FLF. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, vous me dites, vous les politiques, vous venez, vous nous faites le constat, mais vous ne faites jamais de propositions. Je crois que ce matin, j'ai fait quand même des propositions. Et j'ai donné comment je vois les choses. Pour aller vers un changement, une rupture avec ce système, comment on voit le débat pour aller vers la période de transition, quelles sont les voies et moyens pour réussir cette transition, et que doit-on discuter entre nous en tant qu'Algériens, parce que justement, il faut sortir justement de cet état d'esprit, le Messier qui va te ramener la solution qu'il est en main. C'est un désastre. On doit déjà rompre avec cet état d'esprit. La solution doit émaner de nous tous, en débattant, en discutant, toutes les voies et moyens, et qu'on arrive à trouver une feuille de route qui correspond et qui réponde à nos exigences ensemble en tant que peuple uni. Voilà comment je vois, parce que on attaque le procédé, mais je ne vais pas dicter une solution. Ça serait dramatique qu'il y ait un seul avis. Il faut qu'il y ait plusieurs avis, il faut qu'il y ait du débat, c'est ça le plus important. Il faut qu'il y ait des alternatives, même plusieurs alternatives, et que la meilleure, celle qui obtient la majorité, parce qu'il y a قواعد الديمقراطية تخضع الأغلبية وكاين أقلية. الرؤية ولا la feuille de route qui va regrouper ou réunir la majorité des voix, c'est celle-là qui va être adoptée. هذه هي الديمقراطية. ما كاش قواعد أخرى. والأقلية لازم دائما يكون عندها الحق تسمع صوتها وتعارض etc. هذه هي الديمقراطية في كل دول العالم. ماشي عندنا احنا برك on va inventer une nouvelle forme de la démocratie. Donc il y a des alternatives, il y a des propositions. Maintenant, Inch'Allah, on va faire les assises nationales et on va discuter en tant qu'Algériens calmement, sereinement, et on va regarder quelle est la meilleure feuille de route et on va essayer de l'appliquer et j'espère que ça sera la bonne pour tous les Algériens. Maintenant, pour ce qui est de Mouatana. C'est vrai que Mouatana a été quand même un précurseur, parce que quand beaucoup de politiques n'osaient pas dire à Bouteflika non au 5e mandat, quand même les dirigeants et les gens qui ont créé Mouatana comme espace de la citoyenneté, parce que nous avons vu qu'en tant que parti politique, on était complètement verrouillés, on ne pouvait ni faire des rencontres, ni des séminaires, ni des médias, ni Welo. On crée un mouvement citoyen auquel tous les citoyens algériens peuvent adhérer vers un dénominateur commun qui est la citoyenneté. Parce que la citoyenneté la citoyenneté égale responsabilité. Nous devons tous agir comme responsables et acteurs de notre destin, qu'on prenne notre destin en main
Et à partir de là, on peut changer les choses parce que nous sommes acteurs dans le processus politique. C'est vrai que Mouatana a commencé, elle a écrit la lettre, elle a présenté la charte des valeurs et des principes. C'est la première fois qu'un mouvement politique composé de politiques, de la société civile, des activistes des droits de l'homme, des professeurs, des journalistes, de tous bords, qu'on se mette d'accord pour élaborer une charte des valeurs et des principes qui est composée de 14 points. Et parmi les points, parce qu'on est parti de l'expérience que nous avons vécue, et c'est ça le plus important, c'est que nous avons en Algérie vécu une grande expérience où on a vécu quand les gens ont utilisé l'islam politique. Le califat, 200 000 morts, le pays a régressé de 50 ans sur le plan économique et infrastructurel, sur le plan de l'école, sur le plan de la culture, sur le plan même des valeurs de la société. Donc aujourd'hui, bien sûr, l'expérience, il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs qui ont été faites auparavant. Donc aujourd'hui, si on parle de l'état de droit, ça veut dire que c'est la loi positive qui doit régir les relations entre nous en tant que citoyens, entre nous et l'État, et tout ce qui relève de la religion, c'est du domaine privé que la Constitution doit garantir, mais que nous, aucun n'a le droit d'utiliser l'islam باش يشوه الاسلام يستعملوا كورقه سياسيه باش يلحق للسلطه. هذه احنا درناها في مواطنه، درنا لا شارت فيها كوم درنا اوسي ما عندناش الحق انه واحد يعتدي على الملكيه لا propriété privée. Ça doit être quelque chose de sacré parce que ça c'est naturel. كل انسان عنده رزقه خاص، ما كان حتى واحد عنده الحق يعتدي على رزق واحد اخر. Donc il y a 14 points, ce sont des valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord. وقلنا الى اي مواطن quel que soit même ينتمي لحزب واحد اخر, quelle que soit son obédience politique, mais on doit se rencontrer dans cet espace de la citoyenneté où on va faire des actions pour faire aboutir à changer ce système de gouvernance et à le faire remplacer par l'état de droit, l'état de la citoyenneté. Ça veut dire que les citoyens doivent être égaux devant la loi, doivent avoir l'égalité des chances dans tout. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et خويا كي تروح للديمقراطيه اللي عطاه الشعب ربي يسهل عليه بشرط كاين قواعد محطوطين في الدستور ما يستعملهاش. العنف ايضا هضرنا على لا فيولونس. Et c'est vrai que nous avons vécu des décennies, vraiment, jusqu'à présent, on a certaines politiques qui sont très violentes, parce que la violence, elle n'est pas que physique. La violence, elle est aussi verbale. Comment nous, en tant que politiques, comment nous, on peut passer ce message à la société? On doit véhiculer un message de la tolérance. On doit véhiculer un message de l'acceptation de l'autre. On doit véhiculer le message du respect de l'autre. كيعود واحد سياسي يجي يناقش sur un plateau وينوض يحب يضرب الخصم تاعو ولا لو فيزافي قدامه باسكو عنده رأي مخالف. C'est scandaleux ça. On ne doit pas accepter en tant que société de telles pratiques. Parce que le politique, il a un rôle pédagogique. Parce que المجتمع هذا الشباب اللي نشوف فيهم هنا les jeunes, les petits, les enfants, quand ils voient un chef de parti ou un politique sur un plateau, يعيط ويسب ويعاير que vous attendez quoi de ce jeune? Parce qu'on a besoin de cette représentativité, on a besoin d'avoir des gens qui doivent plutôt constituer un exemple. Un politique doit être un exemple dans son comportement, dans son message, le message qu'il véhicule, dans la tolérance. إذا كان نظن كلنا نبداو نتعايروا ونتسالفوا شنو هي السياسة؟ هذه مهزلة، هذا عفن ماشي سياسة. Donc, pour moi, les politiques doivent eux-mêmes revoir leur copie dans la pratique politique.
Maintenant, vous dites, Mouatana, elle a disparu. Non, Mouatana n'a pas disparu. Mouatana existe toujours. Et si vous suivez un peu les réseaux sociaux, la semaine passée, le samedi passé exactement, on a fait des portes ouvertes sur Mouatana. Il y avait un monde fou. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, nous, en tant que dirigeants de Mouatana, on doit se mettre au diapason de cette révolution, n'est-ce pas? هذا هو le politique sérieux. كاين ثورة، كاين معطى جديد. المعطى هذا الجديد سيك الشعب الجزائري خرج ودار ثورة. سيك الشبيبة اليوم باغية تاخذ موقع تاعها باش تدير السياسة. Donc on s'est dit, les dirigeants de Mouatana, les membres de l'instance de coordination, puisque Mouatana n'étant pas un parti politique, mais c'est un mouvement citoyen, احنا نفتحوا الابواب لكل الشبيبة لكل الشعب الجزائري qui veut adhérer à Mouatana, qui veut même prendre Mouatana et la direction de Mouatana, on doit leur ouvrir la porte. On a créé un mouvement, on ne l'a pas créé pour nous, n'est-ce pas? En tout cas, ce n'est pas ma philosophie à moi. Mouatana appartient à tous les citoyens algériens puisqu'elle s'intitule la citoyenneté. Donc, le Mouatana. Donc, n'ayez crainte, Mouatana existe toujours, elle est là et elle vous est ouverte, comme à vous, comme à tous les citoyens et citoyennes algériennes, d'adhérer à Mouatana et de participer et peut-être d'apporter une nouvelle façon de la faire encore émerger davantage. Mais je peux vous dire que déjà, on organise avec la société civile, aujourd'hui même, ils sont en réunion. Moi, j'ai choisi de venir passer cet après-midi avec vous et de débattre avec vous, mais il y a d'autres personnes qui sont dans l'instance de coordination de Mouatana qui sont aujourd'hui même en réunion avec la société civile pour essayer de travailler ensemble sur la feuille de route de l'avenir de l'Algérie. Il reste le fédéralisme. Quelqu'un m'a posé une question sur le fédéralisme. Personnellement, je pense aujourd'hui que l'Algérie étant un continent, il est impossible de continuer à gérer le pays comme il a été géré jusqu'alors, c'est-à-dire d'une manière hyper centralisée. C'est-à-dire que إذا نحبوا نديروا حاجة هنا في البلدية، رئيس البلدية وهنا رئيس الشعب البلدي تلاقيته قبل وهضرت معاه. C'est vrai, parce que c'est le premier magistrat de la ville. C'est vrai, quand Aounas veut faire par exemple le théâtre en plein air là, il va attendre l'instruction de Wazir al-Dakhiliya في الجزائر. C'est scandaleux ça. Donc aujourd'hui, les pays qui ont réussi le développement, ce sont des pays qui ont complètement décentralisé la décision, réorganisé la décision de manière à ce que la collectivité territoriale puisse décider d'elle-même, par exemple, tout ce qui concerne son développement, son aménagement du territoire, plein de choses qu'elle peut faire. Maintenant, c'est vrai que dans l'avenir proche, je l'espère, à l'occasion du débat sur la nouvelle constitution, on va parler, toutes les propositions sont les bienvenues. Il y a des gens qui parlent du fédéralisme, il y a des gens qui vous parlent de la décentralisation et de la régionalisation, il y a des gens qui vous parlent tout simplement de la décentralisation, il y a des gens qui vous parlent du renforcement des prérogatives des élus locaux. Il y a beaucoup de propositions sur la table. Toutes les propositions sont les bienvenues. On va les discuter ensemble, on va les débattre ensemble sur la base de ce que nous avons, la feuille de route de l'avenir. On va discuter et la décision qui correspond le mieux à la réalité algérienne dans cette étape-là. Parce qu'aussi, il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. On doit aller vite, mais on ne doit pas se précipiter. Si on va dans la précipitation, on va faire les choses mal. On ne va pas les faire bien. Moi, je suis pour qu'on aille avec beaucoup de raison, avec beaucoup de sérénité, et qu'on commence déjà à déverrouiller ce système. On commence déjà à détricoter tous les verrous
et on commence à libérer les initiatives économiques, politiques, sociétales, il faut que le citoyen soit partie prenante. Aujourd'hui, quand j'ai vu à Ouqas, j'ai vu comme la poubelle, c'est quand même anormal qu'il y ait comme ça des tonnes de poubelles comme ça jetées sur la rue. C'est pas normal. On peut très bien faire du recyclage, on peut faire du tri. Et Mouloud m'a dit qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. On peut aller vers une compétition, le meilleur quartier, le plus fleuri, le plus verdoyant, qui fait le tri des déchets ménagers, etc. On peut faire des choses citoyennes. L'essentiel dans tout ça, c'est de nous organiser d'abord en tant que société. Parce que tu es un acteur incontournable. بصح كي تعود انت تنتخب برك وما دير والو بيان سور السلطه تحقرك بصح مين تعود انت منظم روحك وعارف كيفاش راك تخدم et tu es bien structuré et tu fais de bonnes choses والله vous deviendrez incontournable يعيط لك في الطابله ويهضر معاك بالسيف عليه. Donc c'est ça qu'il va falloir faire. On doit s'organiser, on doit reprendre notre destin en main. Et toutes les décisions sont des décisions où toutes les propositions sont les bienvenues, mais bien sûr, comme vous le savez, la décision se décidera dans un parlement. Quel est le système, quel est au niveau des collectivités territoriales. Le débat doit être un débat national, dans des assises nationales, où tout le monde exprime son point de vue librement, et que l'idée la plus proche de ce que veulent les Algériens, c'est celle-là qui sera adoptée. Voilà. On prend peut-être une dernière de questions. On va commencer par la première question, qui consiste à dire, c'est vrai que le parti que je préside, il s'appelle l'Union pour le changement et le progrès. L'Union parce qu'on a considéré que les Algériens ont été souvent dispersés, donc il fallait qu'on s'unisse. Mais si on s'unit, on doit s'unir autour d'un objectif. L'objectif, c'était pour un changement. Et le changement qu'on a parlé, si vous lisez un peu la vision du parti qui est disponible d'ailleurs sur le site web www.ucp.dz, elle parle d'une rupture avec le système et bâtir l'état de droit et l'état des libertés. Bien sûr, ce changement ne doit pas un changement pour le changement, mais un changement qui va réaliser le progrès. Et quand on parle du progrès, c'est un mot générique qui parle du progrès sur le plan humain, donc l'école. Et quand vous regardez d'ailleurs le projet de l'UCP, on a mis l'être humain au cœur de notre projet, puisque nous parlons d'une refonte de l'école. L'école ne doit plus être un espace où on apprend l'idéologie, mais plutôt un espace où on construit la citoyenneté, où on construit l'esprit. Mais les Algériens sont libres de réfléchir comme ils veulent, mais surtout, il faut que ça soit un espace où on apprend le savoir et on découvre le génie de nos enfants qui vont être les dirigeants de ce pays demain. Donc ce progrès, c'est un progrès qu'on se veut, un progrès économique, un progrès sociétal, un progrès de cadre de vie, un progrès vers la culture plurielle dans notre pays. Donc c'est ça notre projet. Ce n'est pas du tout contradictoire, bien au contraire, c'est complémentaire. Vous ne pouvez pas faire un projet, d'ailleurs notre slogan c'est « Ensemble c'est possible ». Vous ne pouvez pas être porteur d'un projet si vous n'avez pas l'adhésion de beaucoup et de millions d'Algériens si vous voulez réaliser ce projet. Donc l'union est indispensable, mais le changement qu'on préconise, si vous allez regarder notre projet, vous allez voir qu'on parle de tous les secteurs, mais on parle d'une vision futuriste qui place l'Algérie dans les 50 prochaines années. Comment nous voyons l'Algérie dans les 50 prochaines années, à travers l'école, à travers les infrastructures, à travers les institutions, à travers la justice, à travers l'économie, la régionalisation, la décentralisation, la modernisation, e-government, e-administration.
Enfin, tout ça, c'est un projet complet. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire. Aujourd'hui, on parle de l'innovation parce que les nouvelles technologies, le savoir évolue et donc on doit se mettre au diapason. On doit aller vers l'économie productrice de richesse. On doit aller vers l'économie du savoir, de la connaissance. Et c'est l'économie de la connaissance quand vous prenez un pays comme le Royaume-Uni, qui était un pays industrialisé avec le charbon. Et aujourd'hui, c'est le pays des services. Et c'est un pays qui fait rentrer des millions de livres sterling par l'économie du savoir, par l'innovation et par sa jeunesse qui justement qui va dans tout ce qui touche l'innovation dans tous les domaines d'activité économique. Donc au contraire, on est tout à fait, on a une ligne de conduite, on a une vision, mais qui s'adapte avec les nouvelles donnes et qui part vers l'innovation, parce qu'aujourd'hui العالم تاع اليوم عالم العولمة ليس فيه مكان للأغبياء أو الضعفاء. Donc il faut aller vers un pays qui soit une puissance, et la puissance ne peut se construire qu'avec le savoir, elle ne peut pas se construire avec l'idéologie, encore moins avec la démagogie et le populisme. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que je serai dans le collectif des avocats pour CONINEF? Pas du tout. Je démente totalement et formellement. J'ai toujours été avocate défendresse des droits de l'homme, surtout des droits des citoyens. Chaque fois que des journalistes ont été emprisonnés, on a toujours été là dans le collectif des avocats pour les défendre. On a défendu de simples citoyens, des artistes à qui on a fabriqué des dossiers. Mais dans les dossiers de CONINEF, je ne suis pas du tout. Par contre, il y a une nouvelle qui s'est propagée dans les réseaux sociaux pour des gens qui me veulent beaucoup de bien, visiblement, qui ont parlé de Maître Chorfé, qui serait un des avocats de CONINEF. C'est son droit, je ne suis pas son tuteur, mais en plus, je n'ai pas envie de parler de ma vie personnelle parce que je pense qu'elle n'intéresse personne, parce que ce qui vous intéresse, ce qui devrait vous intéresser en moi, c'est ma vision politique en tant que femme politique, mais même dans ce registre-là, puisque vous me donnez l'occasion, Maître Chorfé fut mon mari, ce n'est plus mon mari. Donc il est libre, ça n'engage que sa personne, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Donc c'est juste des gens qui ont voulu semer un peu le doute chez les gens et de dire voilà, le mari de Madame Zoubida Assoul serait l'avocate des CONINEF et tout ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour ce qui est du militaire à l'RDR, c'est vrai que cette question m'a été posée plusieurs fois. J'ai eu à expliquer le processus et la situation qui était la situation d'avant la révolution. À l'époque, moi je disais, beaucoup d'Algériens d'ailleurs, y compris dans la wilaya d'Objeya, m'ont beaucoup sollicité de me présenter au présidentiel de 2019 avant qu'il y ait le retrait de Bouteflika. Mais moi, je disais que je ne peux pas participer dans des élections où une loi électorale a été faite sur mesure pour les partis du pouvoir. Donc, ce n'est pas une loi qui permet une compétition libre et indépendante. Et donc, j'ai refusé d'aller vers les élections tant que ce régime était en place. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un problème d'ego. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie, au-delà de la politique que je fais. Donc quand les élections ont été avancées pour le 19 avril, il y a eu le candidat Berdélé. Avant même qu'il ne se prononce candidat, on faisait des rencontres politiques en tant que chef de parti. J'ai organisé une rencontre informelle au siège du parti que je préside, où il y avait beaucoup de politiques, mais aussi beaucoup de personnalités indépendantes. Je n'ai pas envie, peut-être pour ne pas les gêner, d'en parler, mais on était 17 personnes, on a parlé un peu de la situation de l'Algérie, on a parlé de ce pouvoir qui voulait encore nous imposer Bouteflika pour un 5e mandat,
Et on a dit, que doit-on faire? Est-ce qu'on doit les laisser faire ou doit-on résister ou doit-on prendre nos responsabilités? C'est ce qu'on a décidé, c'est de dire non, on doit prendre nos responsabilités et ne pas les laisser faire. Alors que nous, ça je vous parle de ça, c'était le mois de janvier. Alors que bien avant, nous en tant que Mouatana, on était déjà annoncé puisqu'on a écrit une lettre qu'on a signée et qu'on a rendue publique pour toute l'opinion publique nationale et internationale où on a dit qu'on était contre le 5e mandat et qu'on avait présenté une alternative politique concertée et négociée avec le pouvoir. Après cela, quand on a discuté, Ali Erdeli a été invité, pas par moi, par une tierce personne, une personne de la société civile qui m'a dit « Madame Assoul, ça ne vous dérange pas ?» J'ai dit « Rien ne me dérange. On est en train de débattre en tant qu'Algérien, marhaba, il n'y a pas de souci. » Il a assisté avec nous, on a parlé de l'Algérie, mais sans plus. À l'époque, il y avait une fake news qui est sortie en disant « Voilà, Ali Erdeli a rejoint Mouatana, Ali Erdeli est candidat de Mouatana. » Il n'y avait rien de tout cela, mais après, bien sûr, Ali Erdeli s'est déclaré, avant même qu'il se déclare candidat, lui il me connaissait, moi je ne le connaissais pas, parce que moi je suis une civile, lui c'est un militaire, c'est-à-dire on ne risquait pas de se connaître, mais par contre lui il me connaît, puisque j'étais une femme politique, une femme publique, et je prenais des positions qui étaient assez tranchées, depuis fort longtemps, depuis 2012, les vidéos sont là pour en témoigner de toutes mes positions sur toutes les questions, y compris sur la question du Parlement qui a été cadenassé. Il y a même la position et le communiqué de l'UCP qui a condamné le putsch qui a été fait contre Bouhaja, même si on n'est pas FLL, mais on est pour le respect des lois. Bouhaja a subi un putsch en piétinant le règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale. Et j'ai dénoncé le comportement de voyous, je l'ai dénoncé à travers la presse, je l'ai dénoncé à travers un communiqué. Il y a beaucoup de partis qui l'ont dénoncé, contrairement à ce que vous croyez. On n'était pas tous absents, on était sur le terrain, on l'a dénoncé, on a pris des positions où on a dit que c'est pas possible. Ce n'est plus un État, ce n'est plus des institutions, ce ne sont plus des institutions, c'est des comportements de voyoucratie et qu'on condamnait justement le pouvoir qui a poussé les institutions de l'État à devenir comme ça l'apanage d'un comportement de voyou et d'un comportement indigne d'une institution législative comme l'Assemblée populaire nationale. Donc à partir de là, M. Erdeli a souhaité à me voir. Je l'ai rencontré avec des amis, chez un ami commun. On a parlé et il semblait, moi j'ai vu ses écrits à travers la presse, à travers le Watan notamment. Il a fait 3 articles qui faisaient un peu le constat ou l'état des lieux de la situation politique, économique du pays. Et ensuite, il proposait une façon de voir les choses. Et pour une fois, j'ai dit, waouh, il y a un militaire qui pense comme nous, les civils, il fait le même état des lieux. Je ne le connaissais pas personnellement, donc je ne savais pas, à part qu'il a été général-major, directeur de la ressource humaine au MDN, mais à part ça, je ne connaissais pas grand-chose sur lui. Il a souhaité me voir. La première rencontre qu'on a eue, j'ai fait comme vous tous, parce que je suis d'abord citoyenne algérienne, j'ai fait un réquisitoire très sévère contre l'armée. J'ai dit que l'armée était la source de beaucoup de problèmes dans le pays, notamment c'est l'armée qui à chaque fois nous impose un président de la République, c'est l'armée qui a laissé Bouteflika faire quand il a amendé la Constitution dans un Parlement, chambre réunie, qui n'a pas demandé l'avis du peuple par voie référendaire. C'est l'armée qui a cautionné le 3e mandat en sachant que Bouteflika était malade et qu'il n'était pas apte à diriger le pays, mais aussi que l'armée continue à cautionner Bouteflika pour un 5e mandat. Donc vous pensez bien, je lui ai dit en toute franchise et en toute honnêteté qu'est-ce que je pensais et qu'est-ce qui était attendu de lui. Ce qui a été attendu de lui, c'est de lui dire je ne veux plus personnellement que l'armée s'occupe des
de la décision politique, il faudrait que l'armée revienne à ses prérogatives constitutionnelles. La politique relève des politiques et de la décision des citoyens algériens, qui à eux de décider, et je l'ai même dit, je vous ai dit même à l'occasion des législatives de 2017, je l'ai dit directement dans un média au chef d'état-major de dire c'est pas à vous de nous dire ni de garantir quoi que ce soit, mais la politique doit revenir aux politiques et c'est aux Algériens de décider qui ils voudront avoir comme président de la République ou comme député ou comme maire ou autre chose. Donc quand je lui ai dit ça, j'ai dit est-ce que vous êtes d'accord pour que l'armée ne s'occupe plus de la décision politique et ne se mêle plus? Il m'a dit oui, c'est mon cheval de bataille, je vous promets, c'est un des axes de mon programme, c'est de libérer la politique et de sortir la politique des casernes. Il l'a dit, il l'a confirmé lors de son forum quand il est passé chez Liberté, et il a dit que l'armée ne s'occupera plus de la politique. Moi je me suis dit de bonne foi et naïvement, j'ai dit si un candidat pareil peut faire juste un mandat, et c'est ce que j'ai discuté avec lui, un mandat de transition pour juste nous assurer que l'armée ne se mêle plus de la politique et que ça serait une belle avancée pour l'Algérie, puisque moi j'étais pas du tout intéressée à aller vers les présidentielles parce que les conditions d'une compétition loyale et transparente n'étaient pas réunies. Donc on a parlé sur cela. On a parlé aussi d'un de mes principes pour lesquels je lutte depuis que j'étais magistrat, c'est l'indépendance de la justice. Je lui ai dit que moi, l'indépendance de la justice, c'est pour moi primordial. On ne peut pas concevoir une démocratie sans l'indépendance de la justice. Et donc, il faut que dans votre programme, le point qui parle de l'indépendance de la justice, donc extraire la justice et le Conseil supérieur de la magistrature de la présidence du président de la République, et depuis qu'il est malade, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est lui-même qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, d'où les magistrats ne sont pas indépendants, parce qu'ils dépendent du ministre qui, lui, peut les nommer, les dégommer, les promouvoir ou les sanctionner à travers le Conseil de discipline. Donc tout ça, je l'ai discuté avec Ali Erderi. Je suis revenue aux militants du parti, parce que ce n'est pas une décision personnelle que Zobeida Assoul peut prendre. Je respecte les militants de mon parti. J'ai réuni le Conseil national, on a discuté en toute démocratie. J'ai dit voilà les valeurs sur lesquelles, et après discussion, y compris les bureaux de l'UCP à l'étranger, dans le Canada et la France, et on a discuté à travers le Skype, ils étaient présents avec nous, et j'ai dit voilà, nous avons une feuille de route qui est composée de 14 points d'ailleurs, sur la base de laquelle nous allons apporter notre soutien au candidat Erderi, et je lui ai dit ça en face. J'ai dit, si jamais vous ne respectez pas un des points qui sont dans la feuille de route que j'ai rendue publique, d'ailleurs elle existe sur la page Facebook du parti et le site, j'ai dit voilà, si vous ne respectez pas, on vous retire notre soutien. Après, bien sûr, quand Bouteflika a présenté sa candidature le 3 mars, moi je me rappelle ce jour-là, j'étais à Skikda, j'étais dans le collectif des avocats pour Marzouk Touati, quand je m'étais engagée de le défendre, je suis partie à Skikda pour le défendre, et donc quand j'ai appris qu'il avait déposé sa candidature, et en plus qu'il avait publié ce que Maître El Arbi avait déposé comme truc, je lui ai dit pourquoi vous avez fait ça. Il m'a dit non, par souci de transparence, M. El Arbi a publié le récépissé de dépôt de son dossier. Et le soir, je lui ai dit si Bouteflika se présente, il faut que vous retirez votre candidature. Je n'accepte pas de cautionner quelqu'un qui va se disputer avec le représentant de Bouteflika. C'est indigne et c'est pas possible, c'est inacceptable. Ensuite, comme le peuple était sorti plusieurs fois, je lui ai demandé, j'ai dit, puisque vous dites que vous êtes le candidat du peuple, il va falloir sortir avec le peuple. Moi, je suis une militante, moi, je ne peux pas cautionner un candidat qui ne part pas, qui ne partage pas les attentes et les préoccupations et les exigences du peuple. Il n'est pas sorti. Ensuite, je lui ai demandé encore de retirer sa candidature après la candidature de Bouteflika, parce que c'était une candidature
qui était contraire à l'article 28 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel. Et donc je lui ai dit il faut retirer votre candidature. J'ai fait un communiqué pour dire je demande à tous les candidats au présidentiel de retirer leur candidature au moment où le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Bouteflika, et je l'ai publiée, elle existe sur le site web, vous pouvez la trouver. J'ai dit tous les candidats doivent retirer leur candidature parce que la candidature de Bouteflika est souillée d'irrégularité, d'illégalité, puisqu'elle est contraire à la loi, contraire à la morale. On ne peut pas aller en compétition pour des présidentielles avec un candidat qui est absent, mais avec son représentant. C'est indigne et c'est inacceptable. Il a refusé, il a continué. On a retiré notre soutien dans la même transparence avec laquelle on a apporté notre candidature. Après, je lui ai dit, moi, je ne peux pas continuer à vous cautionner puisque vous acceptez d'aller faire une compétition qui est souillée d'irrégularité, qui est aussi qui va se faire sans un candidat absent. Moi, je ne peux pas cautionner cela. Et chacun a continué son chemin. Moi, je suis revenue. Bien sûr, la décision aussi a été prise par le Conseil national. On débat tout à fait démocratique. Et c'est comme ça qu'on... Donc, je n'ai aucune relation, je veux dire, c'est pas quelqu'un que je connais. J'ai apprécié ce qu'il a écrit dans la presse comme tous les Algériens qui l'ont lu. Après, je me suis dit, peut-être qu'un militaire, il pourra nous débarrasser de l'armée dans la politique. C'était ça ma vision des choses. Aujourd'hui, chacun de nous fait son chemin. Lui, il continue à être candidat et moi, je continue à lutter pour la rupture et le changement. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé une question sur l'Assemblée. Je l'ai répondu pour l'Assemblée. On n'a pas entendu. Eh ben non, on s'est fait entendre. On a fait beaucoup d'émissions, on a fait beaucoup de communiqués sur vraiment l'acte scandaleux qu'a subi l'Assemblée populaire nationale, en la cadenassant, mais aussi en faisant un putsch et en installant un président d'une manière tout à fait illégale et contraire au règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale. Donc nos positions sont affichées, elles existent, elles sont publiées, vous pouvez les vérifier. Pour ce qui est de... Ah oui, le drapeau. Alors oui, vous parlez du drapeau, je vais revenir au drapeau. Parce que pour vous, d'abord, je respecte votre point de vue. Vous dites, je ne veux pas de drapeau d'Al-Jazair, l'Akhdar, l'Ahmar, l'Abyad, l'Ijma, l'Ilal, parce que t'as Sanjar, 1958, vous dites que l'Alam, c'est l'Alam l'Amaziriya, l'Alam كما نقولوا احنا الهويه تاعنا الحقيقيه. Je suis très convaincu de ce que vous dites sur l'origine de ce drapeau. D'ailleurs, il y a un confrère à moi que j'apprécie beaucoup, c'est Maître Ben Salem Athman, qui a fait même une vidéo dans ce sens pour expliquer le drapeau de la Mazérité, qui a expliqué les couleurs, qui a expliqué l'historique de ce drapeau, d'où il vient, son côté même qui va au-delà de l'Algérie, mais plutôt de l'Afrique. Mais lui, il a expliqué toutes les couleurs. Non, c'est le même. Regardez, il a une vidéo qu'il a publiée. Non, mais c'est rouge ou noir. Non, c'est le même. Il l'a expliqué. Le noir. Bon, d'accord. Donc, moi, vous me dites il faut enlever ce drapeau. Je pense que si on est des démocrates, mais si une personne, ou la 10, ou la 20, ou la même 1 million, qui vont dire à 40 millions ou plus de 42 millions, il faut enlever. Il faut qu'il y ait un débat. Il faut... D'accord. Je ne vous dis pas, je ne discute pas. C'est pas vous me demandez moi de décider, quoi. Je ne peux pas décider ça. Si vous êtes démocrate, c'est une décision qui revient au peuple, non? Vous êtes d'accord? Il peut faire l'objet d'un débat. Vous êtes d'accord? Pour le débat. C'est ce que je veux.
J'essaie de comprendre, peut-être me faire un texte. Ah, maintenant, l'arabe et l'islamité. C'est vrai que sur l'islam, je crois que je l'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu pour dire l'islam ou une autre religion, je pense que c'est quelque chose de très privé. Ça concerne chacun de nous. Si quelqu'un est musulman, vous n'avez pas le droit de lui dire vous n'avez pas le droit d'être musulman. Il a le droit d'être musulman, de choisir sa religion. Non, il a le droit. Vous allez lui dire non, il ne faut pas être musulman. Non. Attendez, vous parlez de la Constitution. À ce moment-là, il fallait me dire est-ce que c'est normal qu'on mette dans la Constitution, par exemple, l'article 2, qui consiste à dire l'islam, religion de l'État. C'est ça ce que vous voulez dire? C'est ça? D'accord. Alors, mais justement, la Constitution doit faire l'objet d'un débat où on va aller vers une Constitution qui va être discutée par les Algériens et qui vont choisir. Mais, personnellement, je dis que la personne ou les personnes ou ce système qui met l'islam, religion de l'État, déjà ne comprend rien à l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État est une personnalité morale. D'accord? L'État, c'est moral, c'est pas physique. C'est comme un bachar. Je suis un être humain, mais l'État, c'est qui? L'État, c'est le sol, c'est le peuple, ce sont les institutions. Donc, c'est ce qu'on appelle, en jargon juridique, la personnalité morale. Une personnalité morale ne peut pas avoir de religion. Une personnalité morale ne peut pas avoir de religion. C'est la personnalité physique qui peut avoir une religion. Mais la personnalité morale ne peut pas avoir de religion. C'est comme ça que, c'est pour ça que le pouvoir, il joue sur ces choses-là. Il dit religion de l'État. L'État n'a pas de religion. Par contre, l'État doit garantir en tant qu'État la liberté de culte et la liberté de conscience. Chacun est libre. Celui qui veut être musulman, il a le droit. Celui qui veut être autre chose, il a le droit. Mais la Constitution, en tant que symbole de la loi la plus importante de l'État, la loi supérieure de l'État, c'est la Constitution. Elle doit garantir tous les droits à tous ses citoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur croyance politique ou religieuse, etc. Maintenant, l'arabe, la langue arabe, c'est vrai qu'il y a eu quand même des avancées quand on a dit que le mazir était aussi, que le mazir était langue nationale et officielle. Aujourd'hui, c'est un débat sérieux qui se pose dans la société algérienne, mais je pense que toute question qui est clivante comme ça, où vous avez des gens qui acceptent, vous avez des gens qui refusent, je pense qu'il n'y a pas mieux que le débat pour régler toutes les problématiques qui sont un peu clivantes dans la société. Il va falloir en débattre sereinement, sans nerfs, sans zèbre, sans rejet, sans priori, sans a priori, sans juger les autres, parce que ce qui est important, c'est qu'on apprenne à vivre ensemble et à nous accepter les uns les autres, même si on ne se ressemble pas, et tant mieux qu'on ne se ressemble pas, sinon ça serait mortel qu'on soit tous kiff-kiff, qu'on soit tous les mêmes et qu'on ait tous les mêmes convictions et les mêmes appartenances. Donc là, pour moi, toutes les questions peuvent se débattre, peuvent être l'objet d'un débat, et c'est très bien, et la décision que la majorité aura décidée, c'est celle-là qui sera prise en compte, et la minorité doit respecter la majorité. Pour ce qui est... Oui, du mouvement, quand il y a eu le dernier mouvement, après le départ de Bouteflika, Bouteflika était président de la République et ministre de la Défense. Si vous regardez la Constitution, bien sûr, le ministère de la Défense est lié à la présidence de la République. Et en principe, il y a aussi une règle de droit qui dit qu'il peut le plus, qu'il peut le moins. Et quand un président de la République n'est plus président, il n'est plus ministre de la Défense, forcément.
Par contre, avant qu'il ne parte, quand il a nommé le nouveau gouvernement de Bedoui, il a nommé Gaïd Salah comme vice-ministre. Bon, il est vice-ministre de qui? Parce que le ministre n'étant plus là, le président n'étant plus là, effectivement, c'est un peu tiré par les cheveux. D'ailleurs, même moi, je disais que, en fait, quand Gaïd Salah, il lui reste que la casquette de chef d'état-major, parce que l'autre casquette, il faudrait d'abord qu'il y ait un ministre de la Défense pour qu'il y ait un vice-ministre de la Défense. Oui, c'est vrai, on est dans les contradictions de ce pouvoir qui n'arrive pas à trouver des solutions vraiment sérieuses et des solutions qui soient raisonnables et qui correspondent aux attentes du citoyen. Maintenant, il va falloir qu'on aille vers les vraies solutions, les vrais débats sur la transition, comment la transition doit se faire, sur quelle base, quels sont les objectifs, quels sont les mécanismes, quel est le délai ou la durée de cette transition. C'est ça qui doit faire le débat. Doit-on aller d'abord vers une constituante? Doit-on commencer par les présidentielles? Doit-on commencer par les locales? Parce que l'État se construit par en bas et non pas par en haut. C'est un débat, il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs alternatives, il n'y a que le débat dans des assises nationales qui peut justement répondre à cela et sortir avec une feuille de route qui fasse l'objet d'un consensus national. C'est comme ça qu'on n'a pas d'autre choix, on est obligé de nous supporter et de nous accepter. Merci. Oui, pour ce qui est de l'arrestation de M. Brave. Tout d'abord, et je l'ai exprimé d'ailleurs, tout d'abord, moi personnellement, je trouve que commencer par des affaires comme ça, les arrestations, aussi bien celles de Brave que d'autres, même si on a beaucoup de choses à reprocher à certains, pour moi, ça c'est une manœuvre, encore une fois, du pouvoir pour éviter de faire face aux revendications politiques du peuple. Parce que le peuple commençait à parler de muhasaba, alors le pouvoir s'est accroché à cela et il a dit voilà, j'ai trouvé la fenêtre pour occuper les Algériens par des procès comme ça, pour qu'ils ne s'occupent plus des revendications politiques. Pour moi, c'est une manœuvre pour détourner donc les revendications populaires sur la rupture avec son système et surtout pour le départ de ce système, aussi bien le gouvernement que Ben Salah, que le président de l'APN qui est issu d'un putsch, et aller vers une négociation pour la transition. Maintenant, quant à l'arrestation en elle-même, moi personnellement en tant qu'avocate, je trouve que aller vers emprisonner un homme d'affaires comme M. Brave, qui n'est plus un homme d'affaires algérien, mais un homme d'affaires international, puisqu'il a investi dans beaucoup de pays européens, occidentaux, mais même au Brésil. Et donc c'est un homme qui est connu, qui a son poids, qui a quand même créé de l'emploi en Algérie, qui a essayé de faire des choses. Moi, je pense que le juge d'instruction a d'autres moyens, j'en ai parlé tout à l'heure. Monsieur Brave, ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un criminel de droit commun. Il aurait pu, le juge d'instruction, le mettre sous contrôle judiciaire, comme je vous ai dit, et continuer à faire son enquête, à faire son instruction, jusqu'à ce qu'il rassemble les éléments, parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas les chefs d'inculpation contre M. Brave. Bon, on a entendu à travers son tweet qu'il avait fait la veille, quand il a été arrêté par la gendarmerie, il était, je pense, devant la cellule de la brigade spéciale de Bemstead, et il avait parlé de surfacturation. Je ne pense pas, à mon avis, qu'une affaire de surfacturation mérite qu'on le mette en prison, d'autant plus qu'il a un domicile fixe, il présente toutes les garanties pour se présenter devant la justice, notamment une adresse fixe, il a des avocats, on peut très bien le placer sous contrôle judiciaire ou à la limite faire une autre mesure que la justice, que le droit peut donner au juge d'instruction. Mettre des gens en prison, comme je vous ai dit, la loi algérienne, le code de procédure pénale, fait que la détention préventive soit l'exception à la règle. C'est pourquoi le législateur a donné au juge d'instruction le contrôle judiciaire,
pour essayer de laisser les gens qui méritent, qui ont une adresse fixe, qui peuvent présenter toutes les garanties pour se présenter devant la justice chaque fois que c'est nécessaire. Donc je pense que c'était pas vraiment opportun si c'est le chef d'inculpation dont il a parlé. Jusqu'à présent, comme je vous dis, comme je suis avocate, je suis très prudente. Je ne peux pas dire des choses parce que je ne connais pas le contenu du dossier. Je n'ai pas eu le contenu du dossier. Je ne sais pas quels sont ces avocats qui s'occupent de lui. Est-ce qu'ils ont pris connaissance des griefs ou des chefs d'inculpation qu'on lui a reprochés. Mais si c'est la surfacturation, honnêtement, ça ne mérite pas. Maintenant, si c'est autre chose, on reste à l'écoute. Je n'ai pas une autre idée sur le contenu de ce dossier. Mais en général, je dis que si notre justice doit être indépendante, comme on le réclame tous, y compris les magistrats qui réclament l'indépendance de la justice, il faut d'abord donner le temps à cette justice qui à peine vient de rejoindre la révolution. Il y a eu plus de 1000 magistrats qui sont sortis, qui se désolidarisés de ce système, qui ont demandé l'indépendance de la justice, qui ont commencé même par créer un syndicat ou un forum des magistrats libres, qui ont refusé de cautionner le processus électoral, qui ont refusé de présider les commissions électorales communales et de wilaya, dans à peu près 19 cours. Donc ces magistrats eux-mêmes, ils ne peuvent pas du jour au lendemain devenir indépendants. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faudrait leur donner le temps, parce que l'indépendance de la justice est un processus. Ce n'est pas une décision politique par décret. Ça ne se décrète pas, l'indépendance de la justice. C'est un processus. Ça doit prendre du temps. Il faudrait aussi revoir beaucoup de dispositions juridiques dans le code de procédure pénale, dans le code pénal, notamment l'article 6 du code de procédure pénale qui justement pratiquement encourage la dilapidation des deniers publics, puisque toute plainte ou toute poursuite judiciaire contre les gens qui dilapident ou qui volent l'argent public, ces gens-là ne peuvent pas faire l'objet d'une poursuite s'il n'y a pas de plainte de la part des instances, c'est-à-dire le conseil d'administration ou le syndicat. Ça, c'est un frein vraiment pour essayer de poursuivre tous les gens qui ont joué avec l'argent public, avec l'argent du peuple. Donc ça, ce sont des dispositions qui doivent être revues impérativement, et ça prend du temps. Et aussi, il y a une chose, moi, que je n'ai pas appréciée, que je ne peux pas accepter, c'est que la justice puisse travailler sous injonction. Et c'est pour ça, quand Gaïd Saleh a parlé, le chef d'état-major, pour dire j'ai dit non, ça c'est très mauvais. La justice ne doit pas travailler sur injonction. C'est pas parce que Bouteflika est parti qu'on se débarrasse de l'injonction de Bouteflika ou son frère. Aujourd'hui, on doit accepter l'injonction du chef d'état-major. La justice doit rester indépendante. La justice ne doit pas travailler sur injonction. La justice doit travailler dans la sérénité et dans l'application stricte de la loi et pas autre chose. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de tout ça. Je pense qu'il faut donner le temps à la justice, qu'on voit d'abord un ministre de la justice qui va venir de nouveau dans le prochain gouvernement, qui va nous étaler un peu sa feuille de route sur la politique pénale en Algérie. Est-ce qu'elle va rester toujours basée sur la répression, ou est-ce qu'elle va être une politique qui va être basée sur la prévention et sur la réinsertion et sur une nouvelle politique pénale qui va changer totalement, au lieu de construire des prisons, d'aller construire des entreprises pour les Algériens. Je vous remercie infiniment pour cette occasion que vous m'avez donnée. Et à toutes les personnes qui ont participé à organiser ce café littéraire de Aouqas. J'étais ravie de vous rencontrer, d'échanger avec vous. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Au revoir et à bientôt.